Eh bien alors, oyez, braves gens, en ce jour, nous allons tout de suite arrêter de parler comme ça et continuer notre épopée dans le vaste monde du cinéma en parlant d'un film que pas mal d'entre vous ont sûrement... Voilà, alors comment faire pire comme intro ? Je ne sais. Princess Bride, sorti en 1987, donc pour resituer 5 ans après ça... La reine Elisabeth est un homme. Et 2 ans avant ça. L'Angleterre, jolie fils à la reine. Le film est la 4e réalisation de Rob Reiner, réalisateur plutôt balèze, qui accouche entre 86 et 90 de pas mal de films que vous avez sans doute déjà vus, genre Stand By Me, Princess Bride du coup, Quand Harry rencontre Sally et Misery, et qui a commencé sa carrière avec l'excellent Spinal Tap, une tuerie intersidérale que je vous recommande bien évidemment. A noter que le mec est aussi acteur, et d'ailleurs vous pouvez le voir par exemple dans Le Loup de Wall Street de Scorsese. Le film, quant à lui, est l'adaptation d'un roman éponyme écrit par William Goldman en 1973. On retrouve dans le rôle principal Robin Wright, qui s'initie le début d'une sacrée carrière, et elle est accompagnée de Cary Elwes, qui a joué dans pas mal de films, mais que je retiens surtout pour le rôle de Kent dans Hot Shot. Pour le reste du casting, tous les rôles secondaires sont campés par d'excellents acteurs qui se sont investis à donf dans le film. Mention spéciale au personnage de Fitzy, qui aurait difficilement pu être interprété par quelqu'un d'autre que André the Giant, un catcheur français de 2m30 qui est malheureusement décédé en 1993, soit la même année que Frank Zappa. Et soit 6 ans après la sortie du film. J'ai encore évoqué la mort d'un comédien dans une de mes intros. Bon bah c'est pas grave, je vous laisse avec le résumé du film et je cours prendre mes cachets. Allez, bonne vidéo. On est donc ici pour suivre la jeune fermière Bouton d'Or et son amant Wesley, le valet de ferme, et non, attendez, oui, pause. L'histoire commence en vérité un petit peu plus tôt que ça, dans une chambre d'enfant, alors que Colombo vient raconter une histoire à son petit-fils qui est cloué au lit. Non sans lui avoir rappelé que... Quand j'avais ton âge, la télévision s'appelait Livre. Ok boomer. Il vient lui raconter une histoire particulière, puisque celle-ci s'est transmise de génération en génération, et qu'elle s'appelle Orio, Princess Bride. Le mariage de la princesse. Par S. Morgenstein. Et l'histoire commence, donc on peut reprendre. On suit donc la jeune fermière Bouton d'Or et son amant Wesley, le valet de ferme, qui sont bien partis pour vivre le grand amour. Hélas, Wesley, parti à l'aventure pour faire fortune et épouser sa douce, trouve la mort en mer, tué par un pirate du nom de Robert. Mais bon, c'est plus stylé de dire Robert. Quelques années plus tard, Bouton d'Or se retrouve contrainte d'épouser le nonchalant prince Humperdinck, qui va bientôt être couronné roi. Alors qu'un matin, la princesse part crapahuter dans la forêt, elle tombe sur... Alors déjà ce plan me fait bien marrer, mais en plus je me rends compte qu'il est assez annonciateur du nawak que le film va proposer en termes de richesse de personnages. Elle se fait donc enlever par Vizzini, Margarete. un petit homme colérique, Inigo, une fine lame espagnole décrite comme un ivrogne qui ne vit que pour retrouver l'homme qui a tué son père, et Fitzik, un colosse au grand cœur et poète incompris. Arrête tes rimes, vous faites faffer. Je peux pas m'en empêcher. Mais à peine ont-ils mis les voiles qu'ils se retrouvent talonnés par un mystérieux individu. Ils débarquent au lendemain, escaladent une falaise, mais le bougre les suit toujours. Ils prennent donc la décision de partir avec la princesse et de laisser Inigo se charger de lui. D'un fair play à toute épreuve, Inigo aide son adversaire à remonter, il papote un moment, Si je travaille pour Vizzini, c'est pour payer les factures. Ça rapporte pas grand-chose, la vengeance. et ils finissent par s'affronter. D'ailleurs, dans cette scène inspirée des combats de Zorro dans les années 20, il est amusant de noter que ce sont les vrais acteurs qui se battent. Il y a genre 0 doublure, les mecs se sont juste entraînés comme des oufs pour coller au max à un combat entre deux fines lames, et je trouve ça assez dingue. Bref, l'homme masqué l'emporte, mais épargne cependant Inigo. Il tombe ensuite sur le géant qui lui balance des rochers. Je l'ai fait exprès. Alors bon, oui, c'est super, mais là du coup je pense à un truc qui aurait été quand même beaucoup plus simple. Attendez, je vais vous faire un dessin. Mais ça n'aurait de toute façon pas eu lieu, puisque Fitzik lui aussi est très fair-play, et il décide d'affronter l'homme masqué à main nue. Ce dernier le neutralise, et se retrouve finalement nez à nez avec Vizzini, qu'il défie un test d'intelligence avec du poison pendant que la princesse exécute visiblement un reboot système. Voilà, et Vizzini décède. L'homme masqué s'en va avec la princesse, et on découvre qu'il s'agissait en fait de... Wesley, qui n'est pas mort, et qui n'a pas été tué par le pirate Robert, puisqu'il est lui-même le pirate Robert. On y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc après avoir traversé la représentation que je me fais du bois de Boulogne... Si, c'est totalement ça. Il tombe sur le prince Humperdinck qui les avait suivis. Il récupère la princesse et envoie Wesley au Newf où il sera torturé par le second du roi, un homme qui possède 6 doigts à la main droite et qui s'avère être l'homme responsable de la mort du père d'Inigo. D'ailleurs, quand on parle du loup, pendant ce temps-là, Inigo se retrouve tout bourré dans un village de Clodo des Bois. Il retombe sur Fitzik, qui l'aide à dessouler, et ensemble ils retrouvent Wesley, qui est mort. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races,
Non, en fait, il est presque mort. Du coup, il le ramène chez Miracle Max, qui est une sublime caricature de... Va Ces salauds des fils du roi, ils m'ont renvoyé. Laisse-moi sortir. Je ne suis pas sorcière, je suis ta femme. Donnez-moi les 65, j'ai vous fait le travail. Amusez-vous bien à casser les châteaux. Bon, enfin bref, Miracle Max qui... Il marque un bon sandwich bœuf, tomate et laitier, et les bœufs, il est maigre et tendre et cachère. Et Sérieux, carrément, l'accent, le nez crochu, y a tout. vous avez l'argent? Bref, celui-ci leur donne une pilule miracle avec laquelle ils parviennent à ramener Wesley à la vie. Pourquoi mes bras bougent pas? Tu as été presque mort toute la journée. À l'aide d'un habile stratagème, ils arrivent à entrer dans le château, donc là on arrive à la fin, blablabla, spoiler, timecode, vous connaissez la musique, vous avez 3 secondes, 3, 2, 1, donc ils entrent au château, Inigo parvient à buter l'homme aux 6 doigts dans une scène particulièrement goldée, qui se termine sur une réplique que les enfants adorent. Je veux que tu me rendes mon père, fils de pute. Et de son côté, Wesley arrive à vaincre le prince Humperdinck tout en restant allongé dans un lit. Il récupère la princesse, s'enfuit à cheval, et nous quittons cette belle aventure sur une réplique plutôt marrante. Depuis l'invention du baiser, 5 seulement ont été classés comme les plus passionnés et les plus purs. Celui-ci les surpasse à tous de très loin. Fin. Ah, c'est à moi. Donc oui, pour rester poli, j'en ai chié ma race pour écrire ce texte. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais en même temps, il y a pas mal de choses à dire, donc Ça nous laisse peu de temps pour la causette. Ok, alors vous commencez par me connaître, donc je vais vous poser une devinette toute simple. Est-ce que le film a marché? Edith, tu veux bien nous donner la réponse? Non. Eh ben oui, voilà, encore une fois, le film, même s'il a reçu de bonnes critiques, n'a hélas pas marqué grand monde sur le long terme. Alors après ça va, le film est tout de même rentré dans ses frais, puisque pour un budget de 15 millions de dollars, il en a rapporté 30. Alors certes c'est 2 fois plus, mais ça ne représente quand même pas un carton absolu, et il aura fallu attendre quelques temps pour que le film retrouve un peu de reconnaissance, notamment grâce au marché de la vidéo. Et c'est d'ailleurs d'autant plus dommage quand on sait que c'était déjà une des grandes craintes de Rob Reiner, qui a tout fait pour que Princess Bride ne soit pas le magicien d'Oz de sa génération. Résultat, C'est un échec. En fait, le film a connu un succès tout relatif pour une raison simple, c'est que l'équipe marketing du film n'a pas su comment le vendre. Est-ce que c'est une comédie, de l'heroic fantasy, un film de KPDP, une histoire d'amour? En fait, le truc c'est que le film réussit brillamment à être tout ça à la fois sans pour autant s'enfermer dans les codes et gimmicks d'un seul genre. Ça, c'est la grande force du film, c'est de mélanger un conte de fées traditionnel avec un humour et un feeling assez moderne. Et évidemment, l'un des trucs sur lesquels on reviendra plus tard, c'est que le film s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Mais procédons par ordre. On va commencer d'abord par aborder quelques infos concernant le tournage et la production du film. Princess Bride est tourné aux États-Unis pour les décors en studio, mais comme aux États-Unis il n'y a pas trop de châteaux, ils ont dû localiser une partie du tournage en Grande-Bretagne pour toutes les scènes en extérieur. Les décors et les effets spéciaux sont cool, et tous sont bien mis en valeur par la réalisation de Rob Reiner. En effet, si ce dernier possède un style de mise en scène assez sobre, on peut cependant noter qu'il a l'œil pour filmer ses décors sous toutes les coutures. Parce que ouais, tourner en studio c'est jamais simple, puisqu'il faut sans cesse veiller à filmer de manière à ne jamais révéler l'artificialité des décors. Et ça représente une sacrée contrainte. Pourtant, Rob Reiner trouvera toujours le moyen de renouveler ses plans au sein d'un même lieu pour exploiter au maximum le travail de la direction artistique. On peut aussi s'attarder un petit peu sur la musique, composée à ma grande surprise par Mark Hoffner, chanteur-guitariste du groupe Dire Straits, qui a composé pour une dizaine de films entre 1983 et 2016. Et alors pour Princess Bride, même si parfois je suspecte une utilisation un peu trop abusive des synthés, il y a un truc que j'adore avec la musique du film, c'est qu'elle utilise un procédé qu'on appelle le Mickey Mousing. Alors qu'est-ce que le Mickey Mousing? Laissez-moi t'expliquer. Non, ça serait trop long. Laissez-moi te résumer. Les mélomanes et les cinéphiles savent peut-être déjà de quoi je parle, mais en gros pour les moldus, le Mickey Mousing, appelé ainsi en hommage au dessin animé de Mickey, essayez de suivre, c'est quand la musique du film souligne parfaitement l'action, au point de coller aux gestes et mouvements à l'écran. Vous mettez quelques exemples du film. Pour la princesse, un combat à mort? J'accepte. Buenos días. Voilà, en gros c'est ça. C'est un effet de style qui ne se retrouve plus trop au cinéma actuellement, mais on peut cela dit trouver des cinéastes qui poussent le concept encore plus loin, comme par exemple Edgar Wright qui, dans Baby Driver, inverse le procédé en synchronisant l'action sur la musique. Mais bon, c'est bien joli tout ça, mais je pense que c'est vraiment dans l'écriture que le film marque des points. Donc go parler de ça. Parce que ouais, on va pas se mentir, le truc qui fait que le film nous reste encore en tête aujourd'hui, c'est les répliques cultes. Alors effectivement, certaines de ces répliques étaient déjà dans le bouquin, mais selon moi, c'est vraiment la performance des acteurs qui leur donne de la vie et les rend mémorables. Mais ça, pour le coup, c'est mon avis. Quoi qu'il en soit, le film est blindé de catchline. Si vous parlez de Princess Bride à quelqu'un qui a vu le film, il y a de fortes chances pour qu'au bout d'un moment, il vous sorte Buenos días.
Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Mais hormis ces répliques cultes, le film contient quand même tout un tas de dialogues vraiment bien construits qui jouent sur le décalage entre ce qui est dit et la manière dont cela nous est dit. Mais où suis-je? Dans le puits du désespoir. Ne pense même pas. Ne pense même pas à une tentative d'évasion. Et vous l'aurez compris, le film possède un goût prononcé pour la blague, la galéjade, les gaudrioles, les poilades et autres conneries. Princess Bride se permet beaucoup d'autodérision et de second degré par rapport au code qu'il utilise. Et ça, mine de rien, ça lui évite le coup de vieux qu'il aurait pu se manger s'il avait été trop premier degré. Surtout qu'avant lui, en Heroic Fantasy, on a eu Dark Crystal en 82, L'Histoire sans fin en 84 et Legend en 85. Donc Princess Bride, même s'il arrive en 87 avec des poncifs usés jusqu'à la moelle, ne se prend pas au sérieux, à la différence de ses prédécesseurs. Donc cette fraîcheur apportée par l'humour lui a permis de se démarquer et de marquer le public. Assez pour qu'on s'en rappelle plus de 30 ans après. Et ce second degré est en partie rendu possible par le postulat de départ du film qui est que on ne nous raconte pas une histoire qui se déroule dans un monde fantastique, on nous raconte une histoire fantastique racontée par un grand-père dans son petit-fils, n'importe quoi. On nous raconte une histoire fantastique racontée par un grand-père à son petit-fils de nos jours. Et dans le cas de Princess Bride, je trouve l'idée assez intéressante. D'une part, ça permet, via les commentaires du petit-fils, de verbaliser ce que pourrait penser le spectateur. Après que Wesley avait été assassiné. Assassiné par des pirates, ah ça c'est bon. Et de verbaliser ensuite les potentielles réponses du réalisateur. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle n'épouserait jamais ce pourri d'Humperdinck. Oui, tu es très intelligent. Tais-toi. Et c'est tout con, mais ça permet surtout de faire parler des personnages d'Heroic Fantasy avec un vocabulaire contemporain. Par exemple, à un moment donné, Vizzini parle de chômage, et les faits de les entendre utiliser des jurons de notre époque, je suis désolé mais ça me flingue. C'est possible, gros porc. Je pense que je serais plutôt emmerdé. Il est concevable, espèce de misérable tas de merde. Il va empêcher le mariage d'Humperdinck. Mais plus encore que l'écriture, j'aimerais qu'on aille décortiquer l'écriture thématique du film, c'est-à-dire les thèmes qu'il aborde en sous-texte au travers de l'histoire qui nous est racontée. Donc comme je l'ai dit plus tôt, le film s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. Il véhicule donc une morale qui peut être interprétée différemment selon le public. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit en se penchant sur cette fameuse écriture thématique. Alors même si le thème global c'est l'amour triomphe de tout, ce qui peut paraître un petit peu cucu, mais faut pas oublier que le film essaye aussi de véhiculer une morale aux enfants, et malgré ça, il y a quand même des répliques qui sonnent tout de suite un petit peu plus salées quand on les entend avec une oreille d'adulte. Genre celle-ci que balance Humperdinck juste avant de torturer Wesley à mort. Vous vous aimez tant tous les deux que vous devez connaître le bonheur. Il n'y a pas un couple en ce siècle qui a cette chance, quoi qu'en disent les romans. Comme je sais qu'il n'y a personne en ce siècle qui a souffert autant que toi tu vas souffrir. Non pas 50! D'ailleurs, la torture, la mort, la vengeance, l'alcoolisme, le respect de l'aversité, c'est des thèmes vachement adultes. Et je trouve ça assez malin de donner la possibilité aux mômes de se confronter à ces trucs-là au travers d'un conte de fées qui reste assez fun. Après, était-ce nécessaire de confronter les enfants aux stéréotypes sur les juifs? Je sais pas, mais en tout cas... je sais pas. Bref, toutes ces précisions étant faites, on va pouvoir s'intéresser au sujet qui constitue, selon moi, le cœur même du film, mais avant, petit voyage dans le temps. Je vais essayer de rester éveillé. En 2005, le British Film Institute, un établissement public de développement de la culture cinématographique et télévisuelle en Grande-Bretagne, établit une liste de 50 films à voir avant d'avoir 14 ans. Liste dans laquelle figurent pas mal de films d'animation comme Kirikou, Le Voyage de Chihiro, Toy Story, des classiques comme Retour vers le futur, E.T. ou Billy Elliot, et des plus vieux films comme Le Voleur de bicyclette, Les Vacances de Monsieur Hulot, King Kong ou même La Nuit du Chasseur. Cette liste, bien qu'elle concerne un public jeune, est destinée non pas aux enfants mais aux adultes. Elle sert de référence aux parents ou éducateurs qui voudraient donner à leur gamin une culture ciné un petit peu solide. Car le point commun entre tous ces films, et la raison pour laquelle ils figurent dans cette liste, c'est qu'ils s'adressent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Ces films demandent tous à être vus par un enfant, compris par un adulte, puis transmis à nouveau. Et vous l'aurez deviné, dans cette liste figure Princess Bride. When you've made a film that works for adults and children, you have a chance to grow because every generation that grows up is going to reintroduce it back to the next generation. Et quoi de mieux pour souligner l'importance de transmettre une culture cinématographique qu'un film qui traite justement de la transmission. Que ce soit la transmission d'une légende, avec Wesley, qui pendant ses années de marine a hérité du nom de Pirate Roberts comme d'autres capitaines avant lui, et qui le transmettra d'ailleurs à Inigo à la fin du film. Tu n'as jamais envisagé la piraterie ? Tu ferais un formidable, terrible pirate Roberts. Ou la transmission d'un récit, d'un rituel, avec ce grand-père qui raconte une histoire que lui avait raconté son père, que lui avait raconté son père, etc. Et donc on arrive à la grosse thématique que le film traite en sous-texte,
l'importance de raconter des histoires. Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base l'histoire qui nous est racontée, c'est celle d'un grand-père qui vient lire un conte de fées à son petit-fils un jour où ce dernier est malade. Et cette histoire-là aussi est une histoire dans laquelle le film nous fait nous projeter, puisque d'une part, elle est beaucoup plus proche d'une situation qu'un enfant ou un adulte pourrait avoir vécu, et d'autre part, aucun des personnages du monde réel dans le film n'a de nom, comme si le film nous invitait naturellement à nous identifier à ces deux personnages-là. Le gamin qui est d'abord réticent à l'idée d'écouter son grand-père lui raconter une histoire. C'est une histoire où on s'embrasse. Puis, plus on avance, plus il se prend au jeu. Je préfère te le dire parce que tu as l'air un peu nerveux. Oh, je suis pas nerveux. Jusqu'à prendre le truc un petit peu trop à cœur d'ailleurs. Et moi je te dis que tu fiches en l'air toute l'histoire, alors lis-la bien. Et il ressort finalement grandi de cette histoire. Tu sais, ça me gêne plus maintenant. Donc ça déjà, ça nous montre bien la nécessité pour les enfants de se construire et de comprendre les choses au travers d'œuvres de fiction dans lesquelles ils se projettent. Mais le film s'adresse aussi aux adultes en leur rappelant que ces histoires, il est important de les raconter. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le film, c'est un grand-père qui raconte une histoire à son petit-fils, alors que dans le bouquin, à la base, c'est le père qui s'en occupe. Alors que là, le père est complètement absent du scénario, et cette modification pourrait laisser penser que le film tire un constat assez amer de l'époque dans laquelle il est sorti. Une époque dans laquelle on ne prend plus le temps de raconter ou de transmettre aux générations qui suivent. Et si le message était d'actualité en 1987, je pense qu'il est encore plus de nos jours. Le film invite à raconter des histoires à ceux qui veulent en entendre. Raconter une histoire ou transmettre un bout de culture, c'est pareil. L'important, c'est la transmission. Transmettre un bouquin, un film, même un jeu vidéo. Transmettez tout, sauf des maladies. Et surtout pas aux enfants. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est parti assez loin pour cette vidéo. Je suis vraiment super content d'avoir pu vous parler de ce film, j'espère que ça vous aura plu. Perso, je remballe mes guêtres vers d'autres contrées et vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Trucks drive by, you could hear the motherfuckers play. Couple of lines, an extra thermos of Joe. Misérable tas de merde.